Bonjour Luc. Donc, je suis très content de t'avoir en interview parce que tu es un joueur qui est très connu et qui est très connu au niveau médiatique de par tes titres de champion. Mais en fait, moi, comme j'imagine beaucoup d'autres, on ne connaît pas trop la vie un petit peu plus privée et donc, je vais commencer cette interview de manière très classique. Christophe, est-ce que tu peux nous faire une présentation, que ce soit Bah écoute, professionnel, sportif, enfin, ce que tu as envie de dire sur toi, Christophe, c'est à toi. ouais, bah écoute, voilà, bah moi c'est Christophe Sevilla, j'ai 40 ans, je vais bientôt sur 41 ans en juin, donc je suis plus proche des 41 que des 40. Voilà, je suis gestionnaire financier et budgétaire. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille déjà. Voilà, j'ai fait mes diplômes de BTS compta gestion, puis bah, j'ai été embauché par une société d'IRSN, un petit peu grâce à ma mère aussi qui était salariée là-bas, qui m'a donné un petit coup de pouce pour que je sois embauché là-bas, après mon BTS. Voilà, et ça fait 20 ans que je suis bientôt dans cette boîte et ça se passe plutôt bien. En parallèle, bon, bah voilà, j'ai eu une période de donner le statut de joueur de haut niveau à la pétanque, qui avait été octroyé par la fédération et que j'ai eu que j'ai eu au niveau de mon travail, qui m'a accordé une CIP, un congé qui me permettait de m'absenter 18 jours supplémentaires pour assouvir ma passion, la pétanque. Et donc voilà, donc du coup, ça me permettait de faire entre autres les masters de pétanque en pleine semaine ou quand il y avait des déplacements le vendredi à prévoir pour le week-end, voilà, de poser mon vendredi, de rentrer même le lundi des fois. Et puis ça m'a permis aussi un petit peu de voyager, enfin, grâce à la pétanque où j'ai eu quelques voyages plutôt intéressants. J'ai pu voyager et connaître d'autres pays, donc c'est vraiment sympathique. Voilà. Eh bien, une belle présentation, Christophe. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts à la pétanque, Christophe? Bah écoute, mes débuts à la pétanque, je dirais que c'est comme beaucoup. Ça s'est fait en fait de père en fils. Mon père jouait, mon grand-père aussi jouait, était un bon joueur. Mon père était un bon joueur aussi de pétanque. Et donc j'ai accompagné un peu bah, ma famille en fait sur les terrains. Et donc, au départ, bon, bah, j'ai commencé à 6 ans, je n'avais pas de licence. Je commençais à acheter mes premières boules sur les terrains, dans l'herbe, n'importe où. Et puis ensuite, bah, à 8 ans, j'ai eu ma première licence en FFST. C'est une fédération qui est en dessous de la FFPJP. C'est Fédération française des sports travaillistes. Et en fait, il y avait de très très bons joueurs déjà à la FFST. Il y avait des très bons joueurs d'FFPJP qui avaient la double licence et qui jouaient dans les deux fédérations. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Je suivais en fait mes parents, mes grands-parents sur les terrains. Et puis, bah, j'ai été pris par cette passion. Mais en parallèle, je faisais aussi après du handball. Donc, j'ai dû faire un choix parce que le hand me prenait aussi les entraînements la semaine et les week-ends, je ne pouvais pas faire les compétitions parce que c'était les week-ends. Donc, il a fallu que je choisisse. Et comme j'étais plutôt pas maladroit à la pétanque, j'ai été pris là-dedans. Puis mon grand-père était tellement fan de moi aussi que bah, j'ai continué dans cette voie-là. J'ai choisi la pétanque et j'ai laissé tomber le hand, avec lequel j'étais aussi pas maladroit, parce que j'étais ailier gauche et je jouais à Massy. Et mon oncle Gilles Légrelard était le président de Massy au hand pendant plusieurs années. Et puis j'ai été champion de l'Essonne et champion d'Île-de-France aussi avec Massy. Et puis Massy avait une très bonne équipe aussi après de hand, hein. Je pense que tu dois savoir que Massy est encore bien classé. Ils sont en division 2. Donc c'est quand même pas mal. Ils ont vraiment, enfin, il y avait mes cousins qui jouaient. Enfin, c'était plutôt familial aussi, hein, le hand avec mes cousins, tout ça. Mais le problème, c'est que j'étais trop fluet et je pouvais pas continuer dans le hand. Et j'étais très fin à l'époque. Là, j'ai grossi avec l'âge et tout ça. Mais j'étais trop fin pour continuer le hand et donc j'ai préféré favoriser la pétanque et puis accompagner ma famille sur les terrains. Et puis bah, ça s'est transmis de père en fils et j'ai trouvé ça que c'était assez remarquable. Et puis mon grand-père était tellement fier de moi que je voulais pas lui briser le cœur aussi en même temps. Et puis bah, malheureusement, mon grand-père m'a aussi quitté
il y a de ça une année, il y avait un peu plus d'un an. Mon grand-père est décédé. Ça a laissé un grand vide dans ma vie parce que c'était vraiment comme mon père, en fait, mon grand-père. Et c'était mon plus grand fan. Et je l'accompagnais sur tous les terrains, ou même en vacances. Il était dans la région bordelaise pendant pas mal d'années. Et puis j'allais là-bas quasiment toutes mes vacances d'été et je faisais les concours au vin, les concours sauvages et tout ça. Et en gros, bah, il m'accompagnait partout avec son siège pliant et il était tellement fan de moi. Et enfin, c'était vraiment très dur. Mais bon, maintenant, j'essaie d'aller de l'avant et j'ai toujours des grandes pensées pour lui. Et je continue à jouer à la pétanque. Bon, voilà, un petit peu aussi pour lui, quelque part. Tes premières victoires, Alors, mes premières victoires, oui, alors c'était, comme je te hein. disais, j'ai commencé ma première licence à 8 ans. J'ai commencé déjà à gagner en jeune. J'ai été vice-champion de France tête à tête en jeune dans la petite fédération. Et j'ai continué donc à franchir les échelons et j'ai commencé à prendre ma licence en FFPJP. Et je me suis fait vraiment connaître en junior en FFPJP parce que on avait monté une équipe de copains, une très bonne équipe avec Thomas Avis et Jérôme Labionda. Et on a commencé à tout gagner, quoi, les nationaux juniors, le championnat de Ligue Île-de-France junior. On a été au championnat de France donc en tant que champion de Ligue. On a fait même un très beau parcours. On avait perdu en huitième. Il nous a manqué un petit peu d'expérience, je dirais, mais on a fait un superbe parcours la première journée. On s'était vraiment baladé. Mais le lendemain, on a été un petit peu pris par la pression parce qu'on avait joué dans un espèce de boulodrome énorme avec beaucoup de public. Et il nous a manqué un petit peu de sélection. Enfin, pour ma part, en tout cas, moi, j'ai senti beaucoup de pression. Et je pense qu'eux aussi. Et malheureusement, on a mal géré notre huitième de finale. On a perdu à 12 en jouant vraiment pas bien. Et pourtant, tout le monde nous voyait vraiment gagner. Il y avait des très, très bons joueurs à l'époque. Il y avait Christophe Tremblot qui jouait dans le Loiret. Il y avait bon, des Saulnier, le frère à Karl Saulnier, qui jouait avec Christophe Tremblot, il me semble. Il y avait aussi Dubreuil qui jouait avec sa partie. Je crois qu'il jouait avec De Maillez et Frétaz. Enfin bon, bref, il y avait Arnaud Finel aussi, qui était un très bon joueur de la Sarthe, qui a d'ailleurs gagné le championnat de France cette année-là. C'était à Olainville. Et donc vraiment, il y avait vraiment des jeunes, il y avait Daniel Rizzo, enfin on était vraiment d'une génération, il y avait vraiment une génération de forts, forts joueurs. C'était vraiment très dur à cette époque-là en junior. Et, euh, et voilà, et donc j'ai commencé ces premiers titres-là. Et puis après, j'ai été surclassé senior, j'ai commencé mes premières gammes dans l'Essonne. J'ai pris une licence, j'étais surclassé senior et j'ai joué avec deux figures emblématiques de l'Essonne qui étaient Hervé Pain et Dédé Mathias, André Mathias. C'était vraiment des joueurs qui avaient déjà de nombreux titres départementaux et régionaux. Et donc, ils ont pris un jeune tireur comme moi. Voilà. Et ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai commencé à glaner des titres avec eux, me faire de l'expérience. Ils m'ont apporté beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse dans le jeu, même au niveau de stratégie et tout ça. Ils m'ont appris beaucoup de choses et beaucoup de confiance aussi accumulée. Et après, j'ai commencé vraiment à me faire un nom un peu en Île-de-France parce que je gagnais dans tous les départements où j'allais. Il faut savoir, sans vouloir me vanter, loin de là, hein, je parle en toute transparence, je pense être le seul joueur en France à avoir gagné dans autant de départements. J'ai gagné dans 9 départements différents, 9 régions différentes. Donc, je pense que c'est un record. Et là, cette année, je suis licencié dans une dixième. Mon objectif, c'est d'essayer de gagner dans une dixième région ou dixième département. C'est un petit objectif que je me suis fixé. Et, euh, et voilà, dans les Alpes-Maritimes, j'ai signé dans le 06 la mini-boule Laurentine Saint-Laurent-du-Var avec un super président, Michel Cipriani. Je suis très, très content d'être là-bas. Et voilà, et ensuite, quoi te dire? Bah oui, effectivement, j'ai commencé à gagner des titres départementaux, régionaux. Puis là, j'ai commencé à me faire un petit peu connaître à l'échelon national. Je suis rentré en équipe de France en 2007, quelque chose comme ça. Ouais, Ouais, 2007. je te coupe, Christophe, on va en Ouais, parler ouais, tout à l'heure de l'équipe de France. d'accord. Ok. Christophe, je suppose que toutes les équipes, depuis tes débuts, tu étais tireur en premier. Oui, je jouais le poste vraiment de tireur et d'ailleurs,
d'ailleurs, je pensais qu'à ça. Je tirais de partout, je voulais tirer de partout. Pour moi, le point, c'était vraiment anecdotique. Limite, je balançais les boules, quoi. Dès que je devais pointer, j'étais vraiment pas l'assurance tout risque. Et j'avais très peu d'applications quand je pointais, quand j'étais jeune. Je pensais qu'à tirer. Par contre, j'avais un volume de tir terrible, que peuvent être les Bonetto, les Dylan Rocher de maintenant. Je tirais de partout et j'avais vraiment un rendement au tir qui était plutôt pas mal. Par contre, au point, j'étais vraiment pas bon et je m'appliquais pas. En fait, c'est pas que j'étais pas bon, c'est que je m'intéressais pas au point et je balançais les boules. Je perdais des parties même à cause de ça. Parce que je rentrais pas sur des points d'un mètre, des fois, enfin, vraiment des boules perdues bêtement, quoi. Avec la Est-ce que sagesse, je ferais plus ce genre d'erreur, quoi, c'est sûr, avec l'âge. le geste que tu as pour le tir, on te l'a enseigné ou tu t'es trouvé ce geste tout seul qui est un petit peu Non, particulier? non, ouais, c'est un geste un peu particulier, mais il faut savoir qu'à l'époque, ça démarrait comme ça, je mettais le bras comme ça, mais il partait moins tordu et puis il partait beaucoup plus derrière, un peu à l'image de Didier Choupet. C'est vrai que Didier Choupet était, entre guillemets, mon idole au tir. Et donc, c'est vrai que j'admirais un petit peu sa concentration, comment il se mettait dans sa bulle, comment il allait photographier la boule. C'était vraiment, pour moi, vraiment mon idole et vraiment le modèle à suivre en tant que tireur. Et c'est vrai que Didier Choupet, voilà, ça reste encore un super joueur, mais il s'est mis un petit peu en retrait, un peu comme moi. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, Didier Choupet, moi, j'admirais ces joueurs un peu comme Passo, qui étaient des tireurs d'instinct aussi, Trophée Canal+. Quand j'étais minot, je regardais le Trophée Canal+, et j'étais admiratif de la rage de vaincre de Michel Lois, j'étais admiratif de Didier Choupet, comment la concentration, j'étais admiratif de Passo, la facilité quand il allait dans le rond, sans le tireur d'instinct, quoi. Sans le tireur d'instinct, beaucoup de carreaux, des volumes de carreaux impressionnants. C'est vrai que moi, ça m'est venu comme ça, en fait. Je visais la boule, j'envoyais mon balancier. Mais à l'époque, je me posais vraiment très peu de questions. J'étais un tireur d'instinct aussi. J'allais dans le rond, hop, j'enclenchais. Que maintenant, je me positionne mes pieds, je me concentre un peu plus, je fais attention à m'aligner un peu plus. Des questions qu'on ne se pose pas quand on est jeune, en fait. Et c'est vrai que quand on est jeune, on est un peu plus, on réfléchit un peu moins et on fait tout dans l'action du moment. Et voilà, et donc du coup, j'étais un de ces tireurs-là à l'époque, Tu et es c'est pour ça que un, j'étais écrit. donc tu es un joueur d'instinct. Est-ce que tu t'es entraîné beaucoup à cette époque-là, Christophe? Alors bizarrement, ça va te paraître bizarre, mais à l'époque, quand j'étais jeune, oui, effectivement, je jouais beaucoup. J'avais un volume de week-end très occupé, j'allais tous les week-ends au boule, donc j'avais pas besoin d'essentiellement m'entraîner la semaine. Mais le rythme des compétitions faisait que j'avais pas besoin d'entraînement et j'avais de la confiance et j'avais une adresse naturelle, on va dire. Donc, du coup, j'avais pas besoin de m'entraîner outre mesure parce que j'avais l'âge, l'insouciance et voilà, et la confiance. Et c'est vrai Ouais. que avec le temps, ça me nuise. C'est de plus en plus dur de rester au Donc niveau sans prendre l'âge. tu n'étais pas le genre, Christophe, à passer des heures à balancer des boules tout seul, Pas quoi. du tout. Pas du tout, pas du tout. Honnêtement, déjà, j'ai toujours vécu en appartement. Bon, j'ai jamais vécu en maison. Et c'est vrai que moi, je suis pas le genre à m'entraîner. Maintenant, avec l'âge, je suis obligé de m'entraîner un petit peu pour garder un peu un rythme. Puis bon, vu la conjoncture actuelle, c'est vrai que là, c'est compliqué de jouer avec cette période qu'on traverse Bien sûr. avec le Covid. Donc là, on peut vraiment pas beaucoup jouer, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, je me suis plus spécialisé milieu parce que je me suis rendu compte de l'importance du milieu, du point, rattraper les mains. Enfin, voilà, ça c'est venu. Et puis je préfère maintenant, à la rigueur, laisser la place aux jeunes parce que je m'estime comme étant plus vraiment jeune. J'ai 40 ans, 41 ans bientôt, comme je t'ai dit. Et j'estime que maintenant, moi, je peux apporter un peu plus de sagesse aux jeunes. Je préfère les faire tirer devant moi et leur apporter un peu de mon expérience du haut niveau et d'essayer de faire connaître des jeunes comme j'ai pu faire avec le petit Drouillet à une époque. Je l'ai pris un peu sous mon aile. Le petit Maxime Drouillet. J'ai pris maintenant les frères Avril, qui sont deux super tireurs de petits jeunes qui commencent à percer. J'ai Romain Zimmermann aussi, qui a fait quelques petits résultats sympas. J'essaie de maintenant faire tirer des jeunes devant moi
et de jouer des boules capitales ou importantes au milieu et leur enlever un peu la pression justement de ces boules-là et aussi bah, voilà, leur faire aussi prendre de la confiance à tirer devant moi. Peut-être ça les a guéris aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de tireurs, enfin, entre guillemets, qui ont pu tirer devant moi. Il y en a peut-être 5 qui ont tiré devant moi dans ma carrière boulistique, entre guillemets. Donc Dylan Rocher, voilà, Kevin Philipson, bon, des tireurs déjà aguerris, des tireurs phénoménaux, quoi, hein. Donc il y a très peu de joueurs qui ont tiré devant moi à cette période-là. Et maintenant, bah, je préfère, à la rigueur, occuper un poste de milieu. Ça me convient mieux et puis ça me permet aussi d'apporter de l'expérience aux jeunes. Christophe, je voudrais revenir un petit peu sur ta période un peu plus jeune où tu tirais beaucoup, beaucoup, beaucoup et tu étais. Est-ce qu'à cette époque-là, justement, quand tu dis tu t'appliquais pas trop au point, enfin tu pensais qu'au tir, est-ce que tu as souvenir d'une personne qui aurait pu un petit peu, qui a servi à te canaliser, qui t'a un peu influencé à Bah, trouver le problème, c'est que j'étais vraiment un électron libre. J'étais très nerveux à l'époque et il fallait me laisser faire ce que je voulais. En fait, si tu veux, quand j'avais joué avec des Despins et Hervé Mathias, ils m'ont un petit peu apporté de l'expérience, mais ils me laissaient quand même gérer mes boules. Et allez, mon petit, m'encourageait et tout. Et ils me faisaient confiance, tu vois. Et j'allais dans le rond, j'avais aucune appréhension et je tirais devant eux. Et il y a très peu de tireurs déjà qui tiraient devant eux à 17, 18 ans. Euh, voilà, on a fait quand même demi-finale de la Coupe de France avec Saint-Michel-sur-Orge. J'ai commencé à faire mes premières télés à 19, 20 ans sur Pathé Sport. Euh, donc, c'était ma première télévision. Enfin, voilà, j'ai quand même fait 4 demi-finales de Coupe de France avec 4 clubs différents. J'ai beaucoup voyagé aussi dans ma carrière boulistique, hein. On en parlera peut-être après, je ne sais pas. Enfin, voilà, et c'est vrai que moi, j'étais un petit peu un électron libre et c'est ce qui faisait ma force, en fait. Et j'arrivais quand même voilà, à faire un rendement de jeu important. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand il fallait pointer, c'est là où il aurait fallu peut-être qu'on m'apporte un petit peu plus voilà, de sagesse, parce que bah, je perdais des parties à la con parce que je rentrais pas au point ou voilà, ou je voyais effectivement je disais ouais, j'ai manqué une boule dans la partie, mais par contre, j'avais perdu trois quatre boules au point capital et je perdais des parties à cause de ça. Et c'est vrai que j'ai pas eu trop de modèles, on va dire, ou de gens qui m'ont un petit peu canalisé. Bon, si, à partir du moment où Bruno Rocher s'est un petit peu intéressé à moi aussi, quand j'ai commencé à être un petit peu connu dans l'échelon national, j'ai commencé à jouer avec des joueurs capés comme Bruno Rocher qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait tirer devant eux. Et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup d'expérience aussi et puis beaucoup d'espérance aussi. J'espérais aussi des choses et des choses qui ne sont pas venues. On en reviendra peut-être après, mais bon, voilà, c'est vrai que j'étais un électron libre et c'est vrai qu'avec l'âge, j'ai pris en sagesse. Mais maintenant, bah, je suis beaucoup moins craint parce que je suis moins en vue. Mais ça, j'ai su l'accepter. Et puis, j'ai plus le même rendement qu'avant aussi, il faut être clair. Au niveau du tir, avant, je sais pas, je pouvais te faire des moyennes. Des fois, je manquais 3 boules dans la journée. C'était des trucs de fou. Maintenant, de manquer 3 boules dans une journée, ça peut peut-être m'arriver une fois sur 5. Enfin, c'est compliqué Ouais, 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 d'avoir ce rendement-là. bien Tu sûr. vois, c'est pas la même chose. Parce Mais que tu as l'insouciance et voilà, c'est cette insouciance et cette adresse naturelle qui a fait que j'étais, voilà, que j'ai pu percer et que j'ai pu être craint. Je me suis construit tout seul, en fait. Et on s'est intéressé à moi à partir du moment où j'ai fait des résultats. Parce qu'on avait réussi à créer quelque chose aussi avec Jérémy Darod, il faut le reconnaître, que quand on a été champion de France, on était craint. On avait réussi à créer quelque chose un peu comme font maintenant Dylan Rocher et Lacroix et Robineau, tout ça, c'est l'équipe phare. Et nous, on avait réussi à créer cette crainte chez les autres équipes et on avait emmagasiné beaucoup de confiance. Tout le monde voulait jouer avec nous. Enfin, tous les jeunes. J'entends Romain Fournier, des jeunes joueurs derrière qui sont intéressés à nous pour jouer avec nous. Beaucoup de joueurs nous appelaient pour jouer. Et maintenant, bah, c'est plus compliqué, hein. alors, c'est assez bien un interview avec toi parce que j'ai pas de questions à poser. Ouais, je parle beaucoup. Non, tu anticipes mes questions. Justement, Ouais. je voulais revenir, Pourtant, rien n'est préparé, hein. Si je te parle du tac au tac, hein. bien J'ai vraiment sûr, rien bien sûr. préparé du tout. Je voulais revenir à tes titres de champion de France, Christophe, parce que tu as eu des titres de champion de France dans plusieurs catégories, ce qui est rarissime. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler un petit peu de ça?
Bah, en fait, moi déjà, Tu as eu moi tête mon à tête? objectif, ouais, voilà, voilà. D'abord, dans l'ordre, il y a eu le doublet avec Jérémy Darod en Ouais. 2010. C'était vraiment la période où j'étais en pleine bourre à la pétanque, en 2010-2012. C'était les plus belles années, les deux, trois plus belles années où j'étais vraiment en forme. C'était ces 3 années-là, quoi, hein. Bon, avant, j'étais très connu, j'étais très fort, mais personne ne s'intéressait à moi. J'étais trop foufou. Mais bon, à cette période-là de 2010, on avait créé quelque chose avec Jérémy Darod d'exceptionnel. On a gagné en doublette donc, la Ligue. On a été champion de Ligue Haute-Normandie. Ensuite, on a été donc représenté la Haute-Normandie donc, au championnat de France. Dans les poules, on perd en plus contre une équipe phare, donc Quintet-Suchot dans notre poule. On perd une partie dans les poules. On ne s'est pas découragé. On a rencontré Bruno Rocher derrière après les poules. On n'a pas eu un tirage vraiment facile, hein, faut reconnaître. En demi-finale, on a joué Christian Fasino. Euh, voilà. Et moi, je n'avais pas franchi ce cut. J'avais fait des résultats quart de finale, huitième de finale. Je n'avais jamais franchi le cut des quarts de finale. J'avais déjà fait plusieurs quarts, plusieurs huitièmes, mais je n'avais jamais franchi ce cut. Et en demi-finale, le fait d'avoir passé ce quart, en demi-finale, je me suis senti bizarrement libéré d'une pression. Et j'avais fait une partie incroyable en demi contre Fasino et Winterstein avec Jérémy. Et par contre, j'ai été rattrapé par la pression en finale parce que après, tu te rends compte que tu joues pour le Graal, quoi, hein. Quand tu es pétanqueur, je pense que tout rêve de pétanqueur, c'est d'un jour être champion de France. Moi, dans ma vie de pétanqueur, c'était mon rêve, c'était d'être champion de France et de pouvoir peut-être représenter mon pays. Bon, voilà, j'ai exaucé un des deux. Euh, donc j'ai été champion de France donc avec Jérémy en doublette. L'année suivante, donc je rejoue donc en 2011, le premier championnat 2011. Donc on est champion de doublette 2010, dernier championnat 2010 avec Jérémy. En 2011, premier championnat, je fais le tête-à-tête, je suis en pleine forme. Je gagne une partie au coup près contre Alain Pelloux après les poules, 13-12. J'avais déjà une belle poule avec le tireur à Bartoli, bon, je ne sais plus comment il s'appelle, Steve Messaoud aussi, très bon joueur de Moselle. Je me sors de cette poule, je joue Alain Peloux, qui est un joueur capé, qui avait je ne sais pas combien de championnats de France. Et j'ai une anecdote assez bizarre à te raconter. Donc je bats Alain Peloux 13-12 dans une partie de fou. Et on boit un coup, on va boire un coup. Et Alain Peloux me confie, donc il a fait très peu de championnats de France tête à tête, et qu'à chaque fois, il a perdu contre le vainqueur. Et donc, je lui dis en rigolant, j'espère que ta prédiction se fera aussi avec moi. Et à la sortie, le lendemain, je suis champion de France. Et je bats Waouh! Philipson en finale. Et ça a été assez incroyable. Donc personne, c'est vrai qu'en plus, Kevin était impressionnant lors de championnat de France. Personne ne me voyait gagner contre Kevin. Kevin, il faisait un jeu exceptionnel. Il était champion de France en titre. Il avait le maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules. Et en plus de ça, il survolait la compétition. Il faisait que des bouchons, des reculs, que des carreaux. C'était une boucherie. Et je me suis dit, la seule chance que je vais avoir, c'est de le faire douter d'entrée de jeu. Et cette finale, je l'ai abordée à bras levés tout de suite. Et bizarrement, c'est le point qui m'a fait gagner. J'ai super bien pointé, j'ai mieux pointé que lui. J'ai tiré les boules capitales et j'ai réussi à gagner cette partie 13-10. J'ai pris de l'avance, beaucoup d'avance, heureusement. Il est remonté dans la partie et puis j'ai fini à gagner par 10. Donc je gagne en plus le jour de mon anniversaire. Une autre anecdote, le 13 juin. Donc ça a été incroyable. Tu avais déjà fait des progrès au point, alors. Ah bah oui, de toute façon, moi je pense que la période vraiment où je ne m'intéressais pas au point, c'était vraiment quand j'étais jeune. À partir de 27-28 ans, j'ai commencé à me rendre compte quand même que le point c'était important et qu'il fallait un minimum d'application et que ça me faisait perdre des parties à la con, quoi, hein. Donc du coup je me suis intéressé à pointer et j'ai commencé à progresser un petit peu dans ce domaine. Et par contre, bizarrement, j'ai perdu un petit peu au tir. Le fait de progresser au point m'a fait perdre un petit peu au tir. Je pense qu'il y a aussi le fait de prendre de l'âge. On n'a pas la même souplesse au niveau du dos, du niveau des articulations des jambes. Et je pense qu'on se tasse un petit peu. Et puis bon, il y a aussi les événements dans ta vie à côté qui font que peut-être c'est plus compliqué aussi, quoi, hein. Parce que bon, voilà, on a tous une vie personnelle aussi, hein. On n'est pas qu'entre guillemets champion de pétanque, hein. On a une vie Bien sûr. personnelle. Et des fois, tu as des événements dans ta vie qui font que c'est plus dur. Mais bizarrement, je me suis séparé, bon, moi, en 2009, et je me suis investi à fond dans la pétanque, à partir de 2009-2010. Et c'est là où j'étais le plus fort. Parce que ça a été comme pas un soulagement, mais je voulais m'occuper mes week-ends à fond dans la Un pétanque, tu vois. exutoire. Voilà, un exutoire. C'était un exutoire.
Et donc, pour continuer donc, dans les titres de champion de France, bah, après le championnat de France tête-à-tête, 3 semaines après ou 2 semaines après, on est champion de France triplette avec Jérémy Darod et James Darod. C'était incroyable parce que J'ai encore revu cette partie il n'y a pas longtemps, dis ouais, donc. c'était une partie dans les arènes, ouais, il faisait très très Ouais, chaud. très chaud. Il y Ouais. avait, il y avait 4000, 5000 personnes, tout à l'ombre. Enfin, c'était une partie vraiment un peu particulière. On était les seuls à jouer dans l'arène en plein milieu, plein cagnard. Il faisait au moins 40 degrés. Puis bon, bah, tu joues pour le Graal, quoi. Le titre de champion de France triplette, je pense que c'est vraiment le Graal. Parce que bon, bah, c'est la formule la plus reconnue, la triplette, hein. Et en plus, c'était pour signer pour moi, pour signer un triplé historique, parce que je n'avais pas remis en jeu le championnat de France doublette 2010 encore en 2011. Donc j'avais les 3 maillots potentiellement sur les épaules. Et donc on a réussi à gagner ce titre incroyable. Moi qui dans ma vie voulais un titre de champion de France, j'en ai eu trois. Que te dire de plus, hein. En plus, derrière, j'établis la meilleure marque mondiale au tir de précision, alors que je l'ai fait même pas 10 fois dans ma vie. Enfin, je veux dire, c'était inespéré. J'étais en plein boom, j'étais en plein patin. Je pense que t'as des spirales dans la vie qui font que bah, tout réussit à un moment donné. Et après, bah, c'est dur. Dès que tu sors de cette spirale-là, c'est un peu plus dur à faire des résultats quoi, réguliers. Voilà. Justement, par rapport à ça, Christophe, est-ce que ces titres de champion de France ont changé beaucoup de choses dans ta vie? Alors, dans ma vie personnelle, pas vraiment. Après, au niveau du regard des gens, oui, bien sûr, puisque bah, après, quand tu établis ce genre de performance, je pense que bah, tu as, tous les joueurs qui s'intéressent un petit peu à toi. Tu es un petit peu mis en lumière. Tu as les sponsors aussi bon, qui viennent un petit peu taper à ta porte, hein. C'est normal, hein, c'est le jeu. Après, bon, bah voilà, hein, c'est vrai que c'était les années fastes pour moi. Euh, J'avais tout investi dans la pétanque, bon, à part mon travail, hein, bien évidemment, je continuais à travailler en parallèle, mais niveau point de vue personnel, vie privée, j'avais tout mis dans la pétanque, quoi, clairement, dans ces années-là. Donc après j'ai un petit peu ralenti parce que tu peux pas non plus être sur tous les terrains de France et Navarre continuellement, quoi, hein. Quand tu prends de l'âge, quand tu es jeune, ça va, mais quand tu commences à prendre de l'âge, c'est important de favoriser ta vie de famille, ta vie de couple, ta vie professionnelle aussi. Ça t'occupe du temps. Donc, la pétanque, ça demande beaucoup de temps aussi, de haut niveau, et ça, faut en être conscient, tu vois. Donc, voilà. Donc, après, honnêtement, je regrette rien parce que c'était vraiment des très belles années, des très bons souvenirs. Après, ce qui est un petit peu dommage, bon, bah, c'est qu'après, le regard des gens, il change obligatoirement. Même si tu as gagné, bah, tu es vite mis aux oubliettes, quoi, hein. C'est un petit peu dommage. Voilà. Suite à ces titres de champion avec Jérémy Darod, donc avec James, son papa, vous avez gardé cette équipe ou vous avez changé Non, après? non, bah écoute, la vie a fait que bah, on s'est séparé avec Jérémy, on s'entendait plus trop, D'accord. voilà, Peut-être un on a besoin préféré de voir autre arrêter. chose. Ouais, ouais, ouais. Non, ouais, non, même pas. On avait créé quelque chose de fort, mais en fait, on a eu une cassure de partie. On s'est un petit peu pris la tête sur certaines choses. D'accord. Et donc, on a arrêté d'un commun accord ensemble. On a arrêté. Donc, ça a été un petit peu la descente aux enfers. Beaucoup, enfin, pas la descente aux enfers, mais c'est vrai qu'à Oui, partir de là, c'est vrai que quand tu casses une équipe, ça prend du temps de créer ce qu'on a créé. Ça prenait du temps. C'est inné, tu vois. C'est pas tous les jours où tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire bien jouer, que tu vas faire bien jouer, avec qui tu vas t'entendre sur et en dehors du terrain. Euh, c'est pas tous les jours. C'est difficile à créer cette osmose. Et quand tu l'as créé, ben, c'est sûr que ça fait une force, même quand dans des moments durs, dans tes parties, quand tu n'es pas bien, bah, ça te permet de te remettre dans les rails dans certaines parties. bien Et c'est sûr. vrai, c'est ce qui a fait la force de notre partie à une période. Je pense qu'on doutait de rien, on avait peur de personne et on était craint pas beaucoup. Et c'est difficile à créer. Donc après, on avait besoin On- aussi un petit peu de voir autre chose. Bon, bah voilà, Voilà. après la vie a fait que c'est pas un regret que j'ai parce qu'on a retenté après, 6 ans après. Bon, il y a James Darrott qui m'a reproposé ce projet à Oléron. J'étais signé à Oléron, donc il voulait que je rejoue avec son fils, etc. Donc j'ai signé à Oléron, mais une fois que quelque chose est cassé, au bout de 6 ans d'interruption, c'est difficile à recréer une osmose. Et en plus, lui, à côté de ça, il avait créé quelque chose avec Jessie Feltin, qui est son beau-frère. Et donc, bah, il m'avait
quelque part remplacé quoi, par Jessie Feltin. Et donc, c'est normal, hein, c'est de sa famille. Tout à fait. Voilà, il avait créé quelque chose avec Jessie. Et donc, du coup, j'avais du mal à trouver ma place dans cette partie-là. Et comme j'avais un petit peu moins de rendement au tir aussi, Ouais. en fait, si tu veux, c'était dur parce que l'osmose que je voyais entre Jessie et lui, c'était l'osmose que j'avais moi et lui directement à l'époque. Et c'est ça qui a été dur à vivre aussi, tu vois. Et Alors, malgré ça, excuse-moi Luc, hein, mais Non, je non. continue à parler. Vas-y. Malgré ça, on a quand même fait une demi-finale d'un championnat de France. Waouh, c'est pas Euh, rien. c'est quand même pas rien en triplette. En 2 ans, on a joué ensemble. On a quand même sorti 2 fois la bonne de notre département de la Ligue. Julien Lamour, Damien Hureau et Philippe Quintès. C'est que l'équipe, quand même, elle était compétitive, je pense. Et puis, Maintenant, j'ai revu cette demi-finale aussi. on a gagné l'international de Lyon aussi, le premier international de Lyon aussi. Non, mais bien sûr que vous aviez une grosse équipe. Ce qui m'a fait plaisir dans tes propos, Christophe, c'est que lorsque tu dis que vous dominiez avec Jérémy, vous aviez créé cette osmose. Et j'aime entendre ça parce que pour beaucoup de personnes, la pétanque peut être une somme d'individualité, alors que tu viens Non, il y a autre de chose. prouver Il y avait autre chose. il faut qu'il y ait quelque chose qui vous lie de Il y très. avait autre chose de plus fort. Il y avait Il autre chose faut, de plus fort. parce que Une genre de comme tu. fraternité, une genre Voilà, d'amitié forte, de complémentarité. fraternité. Voilà, de Ouais. complémentarité quand, dans des Et puis, moments où moi j'avais la tête dans le sac, lui aussi. comme tu dis, une Il savait se confiance remettre. mutuelle. Ouais, Voilà. c'est ça en fait. J'aime C'est ça qui faisait entendre notre force. ça. J'aime entendre ça parce que c'est très, très collectif, une équipe de pétanque. De toute façon, la plupart des joueurs que j'ai interviewés qui ont des titres sont unanimes pour dire que tu as intérêt de bien t'entendre avec ton partenaire, sinon tu n'y arrives Ça pas. prend du temps. Ouais, mais ça prend du temps aussi. Bien sûr. Comme je te dis, ça se trouve pas à tous les coins de rue une telle complémentarité. Et c'est ce qui fait aussi la force d'une équipe dans les moments difficiles d'une partie. Comme je te disais, faut pas voir où là tout réussit ou machin. Il faut voir là où tu galères dans les parties. Ouais, Et ça peut te exactement. faire gagner des parties incroyables. Bien Ce genre sûr. Bien sûr. de rapport que tu peux avoir avec ton partenaire. Christophe, maintenant, j'aimerais qu'on aborde un sujet, toi et l'équipe de France, Christophe. Est-ce que tu as envie d'en parler? Bah oui, si tu veux. Moi, je vais Oui, être tu as transparent avec toi, été, hein. pour ceux qui ne le savent pas, tu as été sélectionné. Tu nous en parles Alors en fait, sans rentrer en dans le fait, je suis détail. En fait, je suis rentré en 2007 en équipe de France. J'ai fait directement les Masters de pétanque. Il faut savoir que donc j'ai joué les Masters de pétanque avec Sébastien Rousseau, Thierry Grandet et Sylvain Pileski. On représentait la France. Donc. Et la première étape a été à Maastricht. Et c'est assez exceptionnel parce que c'est la seule étape qui a eu lieu à l'étranger. Et on l'a remportée en battant les vice-champions de France en titre, qui étaient Dylan Rocher, qui avait à peine 16 ans, Bruno Rocher et Stéphane Robineau, qui venaient de perdre le Wow. championnat de France contre, si je me souviens bien, Phalippot, Delforge et Lagarde. Voilà. Et on a gagné, donc on a battu la deuxième équipe de France, Julien Lamour, Huro, et je ne me rappelle plus du troisième, excuse-moi, bon, voilà, à Maastricht. Et derrière, on a joué cette équipe-là en finale et on avait fait une partie exceptionnelle. Enfin, pour ma part, je me souviens d'une partie exceptionnelle parce que j'avais joué 12 boules sur 12. Donc, c'est vrai que c'est rare de jouer 12 boules sur 12 dans une partie finale, quoi. Mais c'était vraiment des beaux terrains gravillonnés. Donc, si tu étais en forme, il n'y avait pas de surprise, quoi. Tu jouais bien, tu pouvais vraiment faire un beau jeu là-dessus. Et ça restera un très grand souvenir. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je t'ai dit que bah, Bruno Rocher, quelque part, pas je lui ai tapé dans l'œil, mais Bruno Rocher s'est un petit peu intéressé à moi, à me dire, tiens, bah, jeune, ça t'intéresserait qu'on fasse un ou deux concours, un, deux ou nationaux, machin. Puis de là, j'ai fait national d'Angoulême avec Thierry Grandet et lui, je l'ai gagné. J'ai fait Espalion 2 fois avec Stéphane Robineau et Bruno Rocher, je l'ai gagné. 2 années de suite avec Bruno Rocher et Robineau la première année, et la deuxième année avec Thierry Grandet et Bruno Rocher. On les a gagnés. Enfin, tu vois, et donc c'est vrai que après, on avait créé quelque chose avec Bruno. On avait créé un lien d'amitié. Voilà, on avait créé une osmose. J'ai joué pas mal de nationaux avec lui. C'était quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'apprécie encore beaucoup, hein. Voilà, et c'est vrai que bon, bah, j'espérais d'autres choses. Pour en revenir à l'équipe de France, j'espérais peut-être un jour, bah, avec les titres que j'ai glanés, avec les nationaux que j'ai pu faire, la régularité que j'avais dans les nationaux ou dans les championnats, j'espérais pourquoi pas une sélection Chopa d'Europe.
surtout en 2011. Bon, en 2011, ça a été une grosse déception pour moi. Quand tu as 3 titres de champion de France, un record du monde de tir de précision, que derrière tu joues à Millau le trophée des As de tir, que tu le remportes devant toutes les meilleures gâchettes du monde, que tu gagnes devant 5000 personnes, que tu montres que tu as quand même des coronesses et du cœur, du coffre, bah, tu espères qu'on te donne ta chance en fait. Et en 2011, je n'ai pas été sélectionné. Voilà, je n'ai pas été sélectionné, donc ça a été un peu la douche froide pour moi. J'ai voulu insister, continuer. Donc j'ai continué en équipe de France malgré tout en 2012. 2012, je fais la demi-finale du championnat de France tête-à-tête avec le maillot sur les épaules. Je perds contre Sébastien Rousseau, futur gagnant. Et Sébastien, qui est un de mes amis, hein, je ne vais pas m'en cacher, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un ami. Voilà, d'ailleurs, on a gagné à Brest le dernier national avec Steven Chaplan et lui, l'année nationale. Et je continue à jouer avec Sébastien d'ailleurs. Et, euh, et donc demi-finale du championnat de France tête-à-tête avec le maillot sur les épaules, c'est pas rien. Et puis quart de finale du doublette avec Eric Siro, qui est quand même un joueur, un monsieur des boules, qui a été champion du monde 2 fois ou 3 fois. Même si, bon, bah, il n'était pas titulaire, il était quand même champion du monde, hein, Eric Siro, qui était un joueur reconnu à l'époque, Tout à fait. qui est toujours reconnu. Je pense qu'il fait encore partie des meilleurs pointeurs de l'Hexagone, hein, clairement. Exactement. Et donc, j'avais fait la demi, j'avais fait demi de l'Euro pétanque, du Grand Millau, enfin, le Grand Millau, excuse-moi de dire Grand Millau, parce que pour moi, le Millau de maintenant, c'est plus le Millau d'avant, quoi. Clairement, faut saluer ce qui est fait au niveau de l'organisation pour refaire vivre Millau, mais le Millau d'avant, on ne le revivra plus, ça sera fini. Parce que ce qu'il y avait Millau avant, c'était exceptionnel. C'était, pour arriver en finale, j'ai fait 2 fois la finale du tête-à-tête, perdu une fois contre Mason Durk, qui était en plein essor, qui s'est fait reconnaître là-bas, et une fois contre Christian Fasino. Pour arriver en finale de Millau, il faut faire 13 parties quand même. C'est un marathon. Tu joues sur plusieurs sites. Tu marches, tu piétines, tu te fatigues. C'est vraiment le marathon des boules, quoi. Tu finis à 3 heures du matin. C'est des trucs de fou, Millau d'avant. C'était pour moi le plus beau concours du monde, hein, d'ailleurs. On parlait du plus beau concours du monde, ouais, effectivement. Oui, c'était le plus beau concours du monde, ne serait-ce que pour la difficulté, parce que tu avais tous les grands joueurs qui étaient là. Et en plus, au niveau de la fatigue, parce que je crois que j'ai une année, bah, l'année, je crois, quand j'avais fait le triplet avec Bruno et Dylan, on avait perdu en huitième ou en quart du triplet. J'avais fait les finales du tête-à-tête et j'avais fait les parties d'exhibition. Et en mixte, j'avais joué le mixte. Enfin, j'avais fait 37 parties, je crois. En 3 ou 4 jours, j'avais dû faire 37 parties de pétanque. C'était un truc de fou. Et j'en avais plein. Au doublette, j'avais plus de jus, quoi. J'étais Bien sûr. fini, j'étais mort. Voilà. Et ça, c'est des concours où si tu n'as pas une condition physique, tu peux pas avancer, quoi. Tu peux pas avancer dans ce genre de concours. Voilà. Et donc, pour en revenir bah, à l'équipe Ouais, de France, d'accord. bah, pour en revenir à l'équipe de France, j'espérais une sélection. 2011, elle n'est pas venue. 2012, bah, ils m'ont toujours fait espérer, oui, en 2013, etc. Donc, j'ai joué le jeu. J'ai été en 2013 à Millau, avec demi-finale de Millau, avec Simon Cortés et Jean-Michel Puccinelli. Et de là, j'ai commencé à avoir, entre guillemets, bah, pas des problèmes à mon travail, mais si tu veux, il commençait à tiquer un peu pour aussi le statut de joueur de haut niveau, pour me le renouveler. Alors, j'ai demandé au président de la Fédé, enfin au DTN, Jean-Yves Perronnet, je lui ai dit, écoute, moi, il faut que je sache si le jeu en vaut la chandelle, parce que là, pas dit qu'on me renouvelle la CIP. Donc moi, je veux savoir si j'ai ma place au championnat d'Europe. Avant de faire les Masters 2023, 2013, attends, c'était 2013. Avant de faire les Mhm. Masters 2013. Et là, sort l'équipe des. Donc, il me dit non, machin, il faut faire la tournée estivale des Masters. Et moi, de là, j'ai dit écoute, non, moi, j'ai pas envie d'avoir de problème avec mon travail. Mon travail, c'est ça qui me nourrit, c'est pas la pétanque. Donc, j'ai refusé la sélection pour les Masters 2013. J'ai été remplacé par, d'ailleurs, c'est vachement logique, hein, j'ai été remplacé tireur pur par un pointeur pur. Voilà, par Jean Koranic, qui m'a pris ma place pour les Masters. Parce qu'au début, l'équipe annoncée était moi, Jean-Michel Puccinelli, Jean Feltin et Thierry Grandet. Voilà. Et donc, c'était soi-disant pour voir encore les joueurs évoluer pour le championnat d'Europe 2013. Voilà. Et moi, j'ai rendu mon tablier, j'ai envoyé ma lettre de démission et j'ai porté mes coronets. Hein, parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très transparent. Quand tu es joueur de haut niveau, tu as une prime de joueur de haut niveau. Tu as une petite prime voilà, que tu touches, ça doit être, je crois, 1000 ou 1500 euros à l'année. Et puis, tu as des CIP. Ce qu'ils appellent CIP, c'est des jours, comme je t'ai dit,
de qui détachement. t'octroie, en plus de tes jours de congé, qui sont payés à ton employeur, qui t'octroie pour tes absences, pour faire des compétitions. Il faut savoir que des gens comme Dylan, comme Suchot ont de nombreuses CIP pour participer à leurs nationaux, aux masters, aux événementiels, à tout ce qu'ils veulent faire. Mais bon, du coup, j'ai rendu mon tablier parce que j'avais aucune certitude d'être sélectionné, voilà, tout simplement. Je pense que D'accord. j'aurais pas pu faire plus que ce que j'ai fait. J'ai été 3 fois champion de France, recordman du monde de tir. J'ai fait mes preuves dans tous les nationaux de France et de Navarre. Je vais pas, voilà, je peux pas faire plus, quoi, hein, clairement. Ouais. Donc j'ai rendu mon tablier. Christophe, à partir de ce moment-là, tu as baissé ton rythme de compétition ou pas? Ouais, ouais, clairement, parce que je pense que je me suis dit, j'ai fait quelque part le tour. C'est peut-être le moment pour moi, peut-être de me mettre un petit peu en retrait quelque part, de favoriser un peu plus ma vie de couple, ma vie de famille, parce que j'avais déjà une séparation, donc j'ai levé le pied pour essayer que ça se passe bien aussi dans ma vie personnelle, pour mettre toutes les chances de mon côté aussi, parce que une femme qui supporte la pétanque, il n'y en a pas tant que ça, il ne faut pas rêver. Bien sûr. Quand on est continuellement sur les nationaux, il faut quelqu'un soit qui partage ta passion, soit quelqu'un qui a une passion aussi à côté, ou soit quelqu'un voilà, qui accepte que tu es ça dans ta vie, quoi, clairement, hein. Et voilà, donc j'ai levé un peu le pied pour essayer de m'investir aussi dans ma vie de père aussi, parce que j'étais papa d'un premier garçon, j'en ai eu 2 autres après avec une autre personne. Donc là, je suis séparé de cette personne une nouvelle fois. Malheureusement, ça n'a pas marché non plus. Mais bon, voilà. Donc j'ai retrouvé quelqu'un. Donc voilà, tant mieux. D'accord. Mais bon, c'est pas facile de tout concilier. Même pour un joueur de haut niveau, de pétanque, c'est pas facile de tout concilier. Faut tomber sur une femme qui soit conciliante. Il faut faire des compromis. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça qu'on m'a vu un petit peu moins dans les compétitions. Et puis aussi et le fait d'être un peu moins dans les compétitions, le téléphone, faut être honnête, hein, il sonne beaucoup moins aussi. Bien sûr. Donc il y a Bien beaucoup sûr. moins de gros joueurs qui t'appellent pour faire équipe avec toi ou parce qu'ils estiment peut-être que tu es plus compétitif, je sais pas. Enfin, voilà. En tout cas, sur le peu de sorties que je fais, j'essaie de donner le meilleur de moi-même et comme je te dis, d'apporter un peu de sagesse aux jeunes maintenant. C'est ce que j'essaie de faire. Tu Voilà. continues tu continues quand même, Christophe, à faire des grands nationaux. Oui, bien sûr. Comme Parce je te que dis, j'ai vu. la pétanque reste ma passion quand même, parce que ça me permet aussi, faut être honnête, ça me permet donc d'assouvir ma passion, premièrement. Ça me permet voilà, de voir des gens, une vie sociale. Ça me permet aussi voilà, de faire plaisir aussi avec des gens avec qui j'ai envie de jouer, qui ont envie de jouer avec moi, qui me font confiance, qui ont envie de passer des moments avec moi en dehors et sur le terrain. Non, voilà, donc du coup, j'ai mis un petit peu entre guillemets parce que j'ai démissionné du Club France. Ça m'a un petit peu déçu aussi parce que je voulais représenter aussi mon pays, quoi. Ça a été une déception pour moi. Je l'ai vécu comme quelque chose de difficile aussi. Mais bon, si tu veux, je ne suis pas un cas isolé, hein. Pour moi, tu as des joueurs comme Sébastien Rousseau, comme Christophe Tremblot, comme Sylvain Pileski, qui mériteraient aussi une reconnaissance nationale et qui ne l'ont pas eu. Enfin, tu vois. Donc, quelque part, je ne suis pas tout seul dans le bateau, quoi, hein, des gens oubliés, quoi, hein, De toute malheureusement. façon, je crois que dans toute discipline, excuse-moi, je crois que dans toute discipline, il y a beaucoup de champions et malheureusement, Ouais, mais après, c'est comme ça. Le donc, problème, il c'est y a en plus, le problème qu'on a eu, c'est que au championnat du monde, enfin, je parle pour le championnat du monde, mais même au championnat d'Europe, je crois, avant, il y avait 2 équipes, les gagnants et une sélection. Et après, il y avait plus qu'une seule équipe. Donc, du coup, on envoyait, on va dire, les fers de lance ou bien sûr. les gars qui sont sur le haut du pavé depuis des années et qui ont une expérience de fou. Donc, ça, je peux comprendre. Mais moi, je ne demandais pas un championnat du monde, je demandais un championnat d'Europe, quoi, à la base. Je ne demandais pas ça, tu vois. Voilà, donc après, c'est comme ça, on ne me l'a pas donné, mais ça restera un grand regret, mais quelque part, je suis quand même content de ce que j'ai accompli en termes, voilà, dans ma vie sportive de pétanqueur, quoi, clairement. Voilà. Donc, tu as gagné en maturité. Maintenant, tu as d'autres objectifs. Christophe Ouais. Sia, en 2021, comment il forme son équipe? En fait, moi, je dirais que déjà j'essaye d'apporter, comme je t'ai dit, mon expérience. C'est-à-dire que j'estime que
que comme j'ai de l'expérience, je peux essayer d'aider des jeunes à essayer d'évoluer dans leur Bien sport. sûr. Donc, j'ai cette notion de partage euh, que peut-être d'autres n'ont pas, mais bon, moi, en tout cas, j'ai envie de m'investir pour les jeunes. Et donc, du coup, bah, j'essaie de prendre sous mon aile quelques jeunes talentueux qui ont de l'adresse, que j'estime que c'est des joueurs en devenir. Et j'essaie de leur apporter, de leur faire comprendre que le point, c'est important. Comme moi, j'ai pas été aiguillé là-dessus. De leur faire comprendre que bah, voilà, faut essayer de se canaliser aussi un petit peu dans les parties. Faut maîtriser ses nerfs, faut avoir un comportement respectueux dans les parties. Enfin, voilà, voilà. Après, par rapport au championnat, bah, je ne vais pas te cacher que j'ai eu une proposition par rapport à mon nom pour venir aussi. J'ai des sponsors qui sont intéressés à moi et qui m'aident financièrement pour les transports, etc. Donc, moi, ce n'était pas possible pour moi, par exemple, de partir dans le sud si bah, j'y étais de ma poche pour payer les billets d'avion, aller-retour. Enfin, ça me paraissait pas possible, tu vois. Donc, on m'a fait une proposition que j'ai acceptée aussi pour faire évoluer le club, parce que le club a des objectifs de CNC, il est en CNC2, il y a des objectifs de monter en CNC1. J'essaye d'être un peu le fer de lance du club et d'essayer de faire évoluer le club du mieux que je peux et donner le maximum pour le club à chaque fois que je sors les boules, dans les Coupes de France ou dans les CNC. Et même dans les championnats, bah, je suis un compétiteur et je reste un compétiteur malgré qu'on me voit moins. Et j'essaye de donner le maximum et le meilleur de moi-même à chaque fois que je sors les boules, quoi, hein. Donc j'essaye d'apporter mon expérience, enfin voilà, pour un groupe et j'essaye maintenant de penser plus à des compétitions vraiment de groupe, type Coupe de France, type CNC, parce que je trouve que c'est une super compétition de CNC. Et c'est vrai que bon, dans la Coupe de France, c'est un peu particulier parce que j'estime que la féminine est hyper importante en Coupe de France parce que c'est beaucoup de points. Et donc, si tu n'as pas une féminine de haut niveau et un bon groupe de joueurs, tu peux vraiment, c'est compliqué d'avancer, quoi. Tiens, une petite question que j'ai oublié de te poser qui intéresse aussi des techniciens. Tu joues avec quelle boule, Christophe? Alors moi, je suis sponsorisé par Boulanciel. Je suis ambassadeur de la marque. J'y ai été dès sa sortie, en fait. Au début, beaucoup de gens rigolaient de ces boules. Ah, les boules, elles sont de couleur. Ah, les boules, elles ont des points. Ou les boules, elles ont des ronds. Beaucoup de gens, au début, disaient, ouais, ils ne croyaient pas en la boule. Et j'ai été un des premiers à être sponsorisé, donc avec Thierry Bézandry, Mandimbi, Lahatra, David Lichtenstein. On était quasiment les premiers à s'intéresser à ce matériel-là. Et je trouvais qu'elle avait un super contact en main. Moi, je suis pro carbone et je joue avec des inox maintenant. Je trouve que les inox de chez Boulanciel accrochent à mort. Elles accrochent, elles ne glissent pas des mains contrairement à la concurrence. Et je trouve que c'est exceptionnel le toucher. C'est, pour un gars qui est pro carbone, il peut jouer avec des inox chez Boulanciel. Elles ne glissent pas des mains, ce pas des savonnettes. Et les Et donc, du coup, dimensions? je joue avec du 73-680. Je tire, D'accord. comme je tire encore beaucoup dans des parties que j'ai un jeu plutôt offensif, je joue avec léger. Puis tu fatigues moins aussi, je trouve, les parties. Quand tu arrives sur les fins des concours, bah, 10 grammes de moins, bah, tu les sens quand même dans le bras. Au début, je jouais avec des 6,90. J'ai descendu de 10 grammes. Et je suis toujours resté à 73 par contre, parce que j'ai pas des mains de géant. Et voilà. Donc du coup, 73, ça m'allait très bien. Et donc du coup, je joue avec les Iris de chez Boulanciel, qui sont des boules vraiment polyvalentes et la mieux équilibrée du monde, quoi, clairement, hein. Au point, j'ai beaucoup plus de rendement et beaucoup moins de déchets aussi au point par rapport aux deux boules où j'ai pu jouer avec. Voilà, donc du coup, je trouve qu'au point, elles sont exceptionnelles. Au tir, elles sont très performantes et au point, elles sont exceptionnelles. Voilà. C'est la meilleure boule équilibrée au monde pour moi. Et, et je pense que Boulanciel, s'ils écoutent cette interview, ils seront très contents de la Ah pub ouais, non, mais moi, je suis que tu en honnête, fais. hein, j'ai joué avec beaucoup de types de boules. Honnêtement, au point, c'est les meilleures boules du marché. Il y a même pas photo. Et puis, je pense que pour quelqu'un qui joue à la Provençale, sur les longues distances, on voit la différence au niveau de l'équilibrage. C'est pas sur les courtes distances que tu vas voir la différence. C'est sur les longues distances. C'est à partir de 15-20 mètres, tu vas voir que la boule, elle reste droite, quoi. Waouh, Voilà. Donc, waouh, tu as fait voilà. un beau petit chapitre technique là. J'aurais pu être commercial. Tu as ta reconversion, Christophe, si tu changes. Ouais, j'aurais pu être commercial. Ouais. Bon, Et après, donc, c'est beau, ceci dit, que tu sois sponsorisé depuis tant d'années, hein. C'est ça, ouais, moi, j'ai eu la chance très bonne d'avoir relation. ouais, des partenaires fidèles, des gens qui Ouais. m'ont fait confiance et qui reconnaissent que je suis encore un très bon joueur. Donc,
Après, bon, j'ai eu la chance d'avoir ces gens-là qui me soutiennent et je les en remercie encore de me faire confiance d'ailleurs. Et voilà, et c'est vrai que je suis très, très content d'être un ambassadeur de cette marque parce que je trouve que c'est une boule exceptionnelle, hein, tout simplement. Bien, Christophe, je suis sûr que maintenant nos auditeurs et moi-même, on te connaît beaucoup plus. On va aborder maintenant des petits sujets un petit peu plus décontractés, on va dire, même si on n'est pas Ouais, du tout. Est-ce que tu as, Christophe, tu sais que la coutume de ces interviews, c'est de parler un petit peu d'anecdotes qui peuvent être des fois croustillantes ou un petit peu originales. Est-ce que tu en as quelques ouais. en tête? Bah, j'en ai une si tu veux à te raconter. Allez, Bah, vas-y. à l'époque j'avais 12 ans donc, et je joue le championnat tête-à-tête de ligue de la petite fédération, mais il y avait déjà des joueurs comme Didier Choupet, Marc Chagot, enfin il y avait du beau monde, hein, Laurent Vidal qui était champion de ligue. Enfin, il y a des très grands joueurs qui jouaient ce championnat. Et au début, je le fais, mais à 12 ans, personne ne me prend au sérieux. Donc, je joue. En plus, c'était mon grand-père, c'était à Massy, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le club de mon grand-père, il était président du club de l'ES Massy. Et donc, il était à la table. Et donc, c'était par poule. Et donc, je gagne mes deux parties de poule et je vais annoncer. Donc, j'ai gagné, j'ai gagné, je sortais de poule. Et là, je commençais à voir l'inquiétude sur les visages des gens, clairement des gens qui étaient vraiment présidents de la liste de la licence FFST, tu vois, des hauts dirigeants. Ils commençaient à se décomposer. Et je gagne, et je gagne, et je gagne. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Ça faisait rire mon grand-père. À chaque fois, je venais, je gagne, j'apporte le carton, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. J'avais 12 ans, tu vois. Et je gagne, je gagne, je gagne. Et j'arrive en finale contre Laurent Vidal. Et j'arrive en finale donc contre Laurent Vidal, qui était champion de ligue de l'époque. Je joue devant la buvette. Il y avait une buvette, et je m'en souviendrai toute ma vie, devant la table de marque. Il y avait les grillades et tout. Et je joue devant la buvette. Il y avait peut-être 200-300 personnes qui regardaient la partie quand même. Et je gagne la partie. Et donc, je gagne. Et l'anecdote, en fait, si tu veux, c'est même pas ça. C'est que, ayant gagné, ils ont changé le règlement l'année suivante. Ils ont interdit aux jeunes de jouer et aux féminines. Ils ont changé le règlement par ma Oh, faute. Et donc, du coup, j'ai pas pu défendre mon titre de champion de ligue parce que j'avais plus le droit de jouer. J'avais plus le droit de le faire, en fait. à Donc, Champions c'était. League à 12 ans. Waouh! Ouais. Et le Waouh! challenge, il était presque aussi grand que moi. C'était marrant. Quand mon grand-père m'a remis le challenge, je t'explique pas le challenge, c'était un bonhomme en train d'armer. Et le challenge, il était énorme. Il faisait presque 1 mètre de hauteur. C'était un truc de fou. Et donc du coup, c'était un souvenir mémorable par rapport à mon grand-père. Puis par Ouais, rapport à ça, quoi. Par rapport à ça, ouais, c'était assez j'imagine incroyable. qu'il devait être aux anges en te voyant déjà qu'il te suivait, il te suivait. Oh là là, ça devait être génial, ouais. Ouais. Moi, c'était un moment fort en émotion. Et puis bon, l'année suivante, c'était assez rigolo de voir que bah, les jeunes et les féminines ne pouvaient plus participer au championnat, quoi. Ne pouvaient plus jouer, ne pouvaient plus le faire. D'accord. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Eh ben Et super. après, je sais Vas-y, pas, d'autres vas-y, si anecdotes. tu en as une autre, je suis preneur. Ah, J'en ai tellement en même temps des anecdotes que c'est difficile de t'en. Oh, qu'est-ce que je pourrais te raconter? Partie un petit peu Ah ouais. renversée. Tiens, je peux t'en raconter une, tiens, si tu veux, en Corrèze. C'est assez rigolo, tout le monde va me prendre pour un guignol, mais c'est pas grave. En Corrèze, donc je fais le qualif tête-à-tête, première journée. Et donc j'attends pour jouer la bonne. Et je mets mes boules dans mes poches, tu sais. J'avais une veste avec les poches, tu sais. Et je mets mes boules dans les poches. Et les toilettes, elles étaient complètement. Bon, elles étaient condamnées, quoi. Donc il fallait que je fasse pipi dans la forêt, dans la nature, contre un arbre. Et donc je fais pipi contre un arbre. Et là, manque de bol, tu as une de mes boules qui tombe, qui tombe, et il y avait une pente descendante et une rivière. Et donc, la boule, je voyais la boule tomber. La boule, elle est tombée, mais elle est tombée. Et je la voyais, tu vois. Mais il y avait le courant. Alors j'ai essayé avec un aimant de la choper, mais impossible avec le courant, avec l'aimant. Et là, j'ai quelqu'un qui me dit bah, écoute, Christophe, si tu veux, tu choses du combien? Bah, je dis je n'ai pas des grands pieds, je fais du 41. Bah, il me dit j'ai une paire de chaussures de 43 dans mon coffre. Si tu veux, je te les prête et tu vas dans le ruisseau. À la sortie, me voilà remonté. Le pantalon remonté jusqu'au genou, machin, les chaussettes, je les ai retirées, j'ai mis ses pompes au monsieur. Et donc, j'ai été chercher ma boule dans la vase. Ok, heureusement, ma boule était tombée à plat, donc je la voyais, quoi. Elle était visible. J'étais la chercher. Mais attends, c'est pas tout. Tu vas rigoler.
Donc, je récupère ma boule, donc je paye un coup au monsieur et tout, machin, je le remercie beaucoup. Je me qualifie. Le lendemain, je joue le championnat, de Corrèze tête à tête. J'ai passé mon temps sur le toilette parce que j'ai attrapé la chiasse. J'ai attrapé la chiasse. L'eau, elle était à moins 1, je ne sais pas, à 0, moins 2, je ne sais Ah pas. ouais, J'ai attrapé une chiasse ça t'a fait une et réaction. j'ai gagné le championnat de Corrèze avec, pas la merde au cul, mais tout comme quoi. J'ai eu la chiasse toutes les parties, j'étais aux toilettes. Donc, euh, donc c'est une anecdote assez rigolote parce que on pourra dire que j'ai eu la merde au cul, mais que j'ai gagné quand même. Super, super, super. Donc, ouais, j'en ai plein des C'était en comme quelle ça, mais année, après, Christophe? C'était en ah quelle bah, année? ça remonte à pas longtemps, ça remonte à 2 ou 3 ans, 3 ans, 3 ans en D'accord, arrière. d'accord. Voilà, donc c'est assez rigolo de se retrouver à aller pêcher sa boule la veille et puis de jouer avec donc la même triplette, mais d'attraper Waouh. mal au ventre et tout ça et de Et gagner t'as ces quand parties. même, et t'as quand même gagné. Ouais, ouais. Beaucoup le tête-à-tête, Christophe, on dirait, hein? Ouais, moi je trouve que c'est super parce que t'as personne en fait qui t'aide. C'est ta force mentale, c'est ta forme du moment, c'est ta stratégie et je trouve que tu dois rien à personne en fait. C'est ce qui prouve aussi ta valeur intrinsèque de pétanqueur pour moi parce que euh, quand tu gagnes en doublette, en triplette, tout le monde peut très bien te dire ouais, c'est lui qui t'a fait gagner, c'est ci, c'est ça. Parce que j'ai eu le droit à ça moi en doublette. Il faut savoir que à l'époque, comme j'avais fait une finale dégueulasse en finale du championnat de France doublette, parce que Jérémy, lui, il avait eu la chance de faire la finale l'année d'avant du tête-à-tête. Donc il avait déjà une expérience d'avoir joué une finale d'un France. Ça nous a aidés. Et lui, il a mieux géré la partie finale du doublette que moi, je l'ai géré. J'ai très mal joué. J'ai joué quelques boules par-ci, par-là. D'ailleurs, j'ai une anecdote intéressante, si tu veux, la dernière semaine. J'ai fait une partie dégueulasse, hein. J'ai dû jouer une boule sur trois, une de temps en temps rajoutée. Enfin, une partie catastrophe. Jérémy tenait à bras le corps la partie au point. Et heureusement pour nous, en face, Didier Caillos ne tirait pas bien. Donc ça s'est équilibré. Donc c'était à la bataille. Et à la bataille, on mène 12-10. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est une boule où tu peux que t'en souvenir toute ta vie en fait de ça là. Et donc la mène se passe, en fait, on envoie le bouchon il n'y a pas très loin, il y a 8,50 m. La mène se passe, ils s'envoient un petit peu en l'air, eux, ils tirent au bouchon, il le manque. Et donc moi qui n'ai pas fait un carreau de la partie quasiment, sauf la première boule que j'ai tirée, je fais un carreau, mais à part ça, j'ai fait que de la merde, hein, vraiment. Et la dernière mène, il nous fait un carreau, sa première boule. Je rends le carreau. Je rends le carreau, et ils ont quasiment joué tout dessus, et on se retrouve avec 4 boules. 4 boules à 0, et je tire à la gagne. Et si tu veux, je te jure que c'est vrai, je vais être honnête, hein. Mon cœur, il battait. Pom, 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 pom. J'ai dû mettre au moins 1 minute pour calmer mon rythme cardiaque, prendre une grande respiration pour tirer ma boule. J'ai vu qu'elle était bien montée, bien sortie de ma main. J'ai fait recul. Le bouchon, il a giclé, il a ricoché dans la boule derrière, il est revenu. Alors, tu as un moment d'hésitation, tu sais, comme ça. Et puis, tu sautes en l'air après parce que tu as gagné, tu vois. Et le bouchon est revenu en arrière et on a gagné, quoi. Et donc, ça a été un moment assez fort parce que non seulement c'était mon anniversaire, mon premier titre de champion de France, et puis qu'on a été solidaires. Jérémy m'a vraiment beaucoup aidé lors de cette partie. J'ai vraiment galéré cette finale, alors qu'en demi, j'avais été exceptionnel contre Vasino. En finale, j'avais fait une partie vraiment, vraiment, vraiment très, très moyenne. Et je pense que son expérience de sa finale perdue la veille, enfin l'année d'avant, contre Cyril Georgel, elle avait perdu en finale. Je pense que ça nous a servi pour gagner la doublette, vraiment. Et Merci. c'est vrai que bah, c'est une anecdote assez importante, hein. Voilà, c'est dans ma vie de pétanqueur, c'est vrai que c'est une boule, même si tu as 4 boules pour tirer à la gagne, moi j'en avais 2 et Jérémy 2 encore. Parce que j'avais fait carreau de ma première, il me restait 2 boules. Et Jérémy 2 boules aussi. Et c'est vrai que cette boule-là restera gravée parce que c'est vraiment ton premier titre de champion de France, quoi. Tu vois? Mais bon, après, c'est vrai que la tête à tête, tu dois qu'à toi-même. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Donc tu as une explosion de joie, c'est vrai, c'est personnel. Parce que c'est à toi de te recadrer quand ça ne va pas. Donc, C'est à toi de dès qu'il y a tête à tête, tu t'inscris, toi, Christophe, hein, quoi qu'il arrive. bah, le tête-à-tête, oui, c'est un exercice particulier, mais après, c'est vrai que ce qui faisait ma force à l'époque, c'était le tir. Je tirais de partout. J'étais un peu comme Bonetto, j'étais un peu comme Dylan Rocher. J'axais mon jeu sur le tir pur. Mais maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, je pointe un peu plus, je joue plus stratégique qu'avant. Maintenant, Eh ben, dis donc, on a parlé, enfin, on a parlé longtemps. Tu as parlé longtemps, Christophe, parce que ouais,
Enfin, tu as le verbe facile et c'est très bien. En tout cas, je voudrais passer un petit bonjour aussi Allez, à tous vas-y, mes un petit potes. message personnel. Vas-y, vas-y. Bah, déjà, à mes enfants que j'adore, hein, que j'aime, hein, s'ils voient cette interview, mes trois enfants, je vous aime. Et aussi à tous les gens qui m'apprécient, hein, qui vont voir cette interview. Hein. Voilà, je vous aime beaucoup. Hein. Comme tu dis, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. J'ai mon caractère, je suis comme je suis, mais on ne peut pas dire que je suis faux cul. Je suis comme ça. Maintenant bah, je voulais passer un petit coucou à mon pote Greg de Lyon, à Steven Chaplan, à mon pote Sébastien Rousseau, voilà les gars. Hein. Et puis bah, à son père aussi, à Wilfried, hein, aussi. À Wilfried Chaplan, tiens, j'avais une anecdote sympathique avec Wilfried Chaplan qui me revient. Bah, il comprendra. Donc j'espère que Bon. le snowboard, tu l'as toujours. Hein. Wilfried, moi j'ai préféré prendre le home cinéma. Hein. Bon, voilà. Parce qu'en fait, lors d'un concours corse, on avait joué la finale, il jouait avec Philippe Santini et moi, mon ami Thomas Viss, dans un concours de village corse. Ça remonte à des années, tout ça. Et on avait fait la finale pour les lots. Et il y avait un home cinéma à gagner pour le gagnant, et il y Ah, avait un d'accord. snowboard, et il y avait un snowboard pour le perdant. Mais en fait, à la fin, ce qui était rigolo, c'est qu'il était venu avec une petite voiture, il ne pouvait pas rentrer le snowboard dans la voiture. Alors bon, ça m'avait fait rigoler. Parce que si tu veux, le home cinéma, c'était un carton, il rentrait bien dans le coffre, tu vois. Mais par contre, lui, le snowboard, il galérait à rentrer le snowboard dans la bagnole et tout. Et depuis, j'en rigole à chaque fois avec lui sur les réseaux sociaux ou quand on se Bon, voit de ce fameux super, snowboard. super, Voilà. super. Eh bien, écoute, Christophe, c'était très sympa cette interview. Euh, Ouais, j'espère, écoute. et comme je le disais à l'instant, pour un interview, Et tu je es... passe aussi le bonjour j'allais oublier, à mon pote Arnaud Thorin, voilà, qui me soutient et qui m'aide aussi. Hein. Voilà, je ne veux pas m'en cacher. Qui m'aide dans mes déplacements. Voilà, et qui me sponsorise un peu par rapport à sa société de camping-car. Et voilà, et mon pote, bah, je te fais un gros bisou et puis je te remercie aussi pour tout ce que tu fais pour moi au quotidien et que tu es vraiment un ami. Voilà. Oui, Merci, voilà, Christophe. excuse-moi Luc de t'avoir coupé, vas-y, je t'en Non, prie. non, non, merci Christophe, je te remercie bien. Et puis je te dis, maintenant que tu as changé un peu ton fusil d'épaule, que tu es plus passé, on va dire, avec la maturité, plus, tu as moins ce côté fougueux, mais tu encadres les jeunes, et ben, je te souhaite une très bonne continuation. J'espère te voir très bientôt pour qu'on puisse se serrer la main sur un concours et discuter un petit peu le bout de gras, comme on dit. Merci à Ouais. toi et je te dis Avec plaisir, écoute Luc, ça a été un réel plaisir. eh ben, Et, d'accord, je te et puis remercie. un dernier coucou à Xavier Oh, Monnier et mon président de cœur, Michel Cipriani. Bisous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et puis, bonne soirée à toi, Luc. Et puis, au plaisir de se voir en physique pour t'inviter à boire un verre. exactement, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt. Merci à toi, Luc. À bientôt.